Et voilà, on est parti. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors, mieux dormir avec les neurotransmetteurs. On sait qu'il existe des dizaines de neurotransmetteurs dont certains sont directement impliqués dans notre rythme éveil-sommeil. Alors, les quatre neurotransmetteurs impliqués dans le rythme jour-nuit, ça va être la dopamine qui est plutôt sécrétée le matin avec la noradrénaline et la sérotonine plutôt vers 4 heures, la mélatonine qui est, elle, l'hormone de la nuit, c'est elle qui indique à notre cerveau qu'il est l'heure d'aller dormir. Alors, ces neurotransmetteurs sont influencés par notre alimentation et ils sont fabriqués à partir des acides aminés de la protéine. Alors, bonjour Amine. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles des différents neurotransmetteurs en rapport avec le sommeil. Bonjour Cédric et bonsoir tout le monde. Sujet très intéressant donc, sur le sommeil. Donc, comme tu l'as bien expliqué, le sommeil en fait fait partie d'une succession de cycles Mhm. circadiens. Donc, les cycles circadiens qui sont régulés au niveau cérébral, mais aussi au niveau métabolique. Au niveau métabolique, on a ce qu'on appelle les horloges circadiennes ou Mhm. les cloques du sommeil et des rythmes de l'éveil et du sommeil. Et donc, bon, cela peut-être qu'on en parlera une autre fois parce que c'est un sujet un peu complexe qui demanderait du temps. Et donc, justement, au niveau cérébral, on a donc ces neurotransmetteurs qui font partie de ce système de régulation éveil-sommeil. Et donc, parmi ces neurotransmetteurs, on a donc les plus connus et on va dire aussi les plus étudiés. Donc, le GABA et le Mhm. couple sérotonine-mélatonine. Mhm. Et puis également, on va dire accessoirement, voire indirectement, on a également donc la dopamine ou les catécholamines en général. Bon, les catécholamines, ce sont des neurotransmetteurs activateurs. Mhm. Euh, Par contre, s'il n'y en a pas suffisamment de catécholamines, bah, l'équilibre éveil-sommeil est ébranlé et on a également des problématiques au niveau des indolamines, donc les neurotransmetteurs du sommeil, notamment sérotonine et mélatonine. Donc, Mhm. l'équilibre, il faut le voir en fait réellement comme une sorte de balance. Euh, Tout comme on a cette balance, cette fameuse balance, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc la balance sympatho-vagale ou sympathique-parasympathique, eh bien, d'un point de vue concret, d'un point de vue biochimique, on a donc dans cette balance-là, d'un côté, donc les neurotransmetteurs activateurs, et ceux-là, bien entendu, ils n'induisent pas le sommeil directement, Mhm. et ils y contribuent indirectement. Et puis, les neurotransmetteurs qui vont induire directement le sommeil. Et donc, ceux-là appartiennent plutôt au système nerveux parasympathique. Donc, GABA, sérotonine, mélatonine. On en a d'autres neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs inhibiteurs, mais Mhm. ceux-là pose beaucoup moins de problèmes parce que au niveau du sommeil, en fait, la partie du système nerveux qui est la plus importante, on va dire, à désactiver, à débrancher la nuit quand on veut dormir, c'est le Mhm. cortex cérébral. Et puis, on a dans le système nerveux central, on a le cervelet, on a le bulbe rachidien, le pont de Varol, la moelle épinière. Et à chaque endroit, dans ces parties-là du système nerveux central, on a aussi d'autres neurotransmetteurs. À titre d'exemple, la glycine, par exemple, qui est connue pour être un acide aminé, eh bien, c'est un acide aminé euh, inhibiteur, mais qu'on retrouve Mhm. plutôt dans la moelle épinière. Mais là, vraiment, sur ces parties du système nerveux central, donc du cervelet jusqu'à la moelle épinière, on n'a pas de problématique par rapport à ça. Vraiment, là où on a le plus de problématiques, c'est au niveau du cortex, vu notamment les influences au cours de la journée, notamment donc par rapport au stress environnemental qu'on a et par rapport à plusieurs autres choses, Mhm. notamment la toxicité qu'on peut accumuler au fur et à mesure en fonction de si on est
exposés plus ou moins, donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau, ce qu'on mange, etc. Donc, à travers toutes ces problématiques-là, donc là où ça va le plus euh, être impacté, c'est vraiment le cortex cérébral. Et donc, dans le cortex cérébral, comme j'ai dit, donc GABA, sérotonine, mélatonine sont les trois neurotransmetteurs inhibiteurs principaux qui ont rapport direct avec le sommeil. Alors, merci. Je souris parce que je vois un message que je vais enlever tout de suite. Voilà, quelqu'un qui propose ses services sur notre site, c'est magnifique. Euh, est-ce que tu peux me parler, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je fais pour pouvoir augmenter le GABA? Le GABA, on en avait déjà parlé Oui. dans une vidéo qui est assez détaillée. Donc, pour celles et ceux qui voudraient plus d'infos, ils pourraient s'orienter vers cette vidéo. Mais déjà, pour résumer, on va dire, on a déjà sur le marché donc, du GABA directement en produit, en général, soit en liposome, soit par voie orale en gélule. Bien entendu, les produits en liposomal ont une meilleure biodisponibilité et encore une fois, j'avais détaillé pourquoi, etc. Donc, dans ce sens-là, très important. Donc, le GABA est vraiment le neurotransmetteur inhibiteur très puissant qui, en général, chez la plupart des gens, fonctionne très bien sur le sommeil. Donc, on va dire, par rapport à la mélatonine, c'est un peu différent. Je pense qu'on va en parler, mais par Mhm. rapport au GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur standard, en fait. Il va avoir tout de suite un effet inhibiteur sur tout le cerveau. Et donc, par rapport à ce qu'on pourrait proposer pour améliorer les niveaux de GABA au niveau du cerveau, donc déjà, on peut donner directement du GABA. Également, on a aussi la L-théanine. Donc, on peut donner du GABA avec de la L-théanine, Mhm. notamment, ce qui est une excellente association pour l'absorption du GABA au niveau intestinal et également pour le passage du GABA au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Et en même temps, la L-théanine permet d'augmenter également la synthèse endogène du GABA. Donc, absorption intestinale, passage au niveau de la barrière hémato-encéphalique et augmentation de la synthèse endogène du GABA, c'est ce qu'on obtient en combinant du GABA avec de la L-théanine. On peut également combiner du GABA avec de l'arginine. Donc, c'est bien connu que surtout pour l'augmentation de l'absorption au niveau de la barrière hémato-encéphalique, c'est bien connu que quand on combine du GABA avec de l'arginine, on augmente jusqu'à 10 voire 15 fois plus l'absorption du GABA et son Mhm. passage au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Et bien sûr, donc ici, si vous avez bien compris, donc on a soit on donne du GABA directement, soit Mhm. on augmente sa synthèse endogène. Et dans le cas où on travaillerait donc sur la synthèse endogène, on a des cofacteurs. Et parmi ces cofacteurs, donc on a le magnésium, on a le zinc, on a la vitamine B6. Donc ces cofacteurs qu'on retrouve classiquement dans la synthèse de la plupart des autres neurotransmetteurs, qu'ils soient inhibiteurs ou pas. Donc, principalement zinc, magnésium et B6 et surtout de la vitamine B6. Donc, on peut combiner ces éléments-là pour optimiser le taux de GABA dans l'organisme. Pour ceux qui sont intéressés, on avait déjà fait une vidéo complète exclusivement sur le GABA, donc vous pouvez retrouver ça facilement sur la même page. Amine, est-ce que maintenant tu peux me parler de l'augmentation de la sérotonine? Oui, alors la sérotonine n'induit pas de façon directe le sommeil. Par contre, elle est bien impliquée dans l'état de Mhm. relaxation qui va précéder le sommeil, on va dire. Donc, la sérotonine est un neurotransmetteur inhibiteur, Mhm. mais ça n'est pas un neurotransmetteur qui va produire cette induction de sommeil. Par contre, il fait partie de ce processus de sommeil. Donc, à un moment donné, lorsqu'on a suffisamment de sérotonine, donc la sérotonine commence à être synthétisée
Donc, elle est synthétisée tout au long de la journée, mais son taux commence à augmenter vers la fin de la journée. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on a de moins en moins de lumière, cette sérotonine est ensuite convertie en mélatonine au niveau de l'épiphyse ou ce qu'on appelle la glande pinéale. Et donc, la sérotonine est extrêmement importante pour induire le sommeil. Donc, l'induction du sommeil se fait concrètement et directement par la mélatonine. Et donc, pour avoir suffisamment de mélatonine, il faudrait déjà avoir suffisamment de sérotonine, puisque la mélatonine n'est juste qu'un métabolite de la sérotonine. Et donc, dans ce sens-là, on aurait besoin normalement de sérotonine, sauf qu'on n'a pas de sérotonine disponible directement, la molécule étant n'existant pas sur le marché et étant assez instable et pose des problématiques dans sa fabrication. Et donc, à ce moment-là, on donnerait des précurseurs de la sérotonine et le précurseur immédiat de la sérotonine, c'est le 5-HTP ou le 5-hydroxytryptophane. Donc, le précurseur au 5-HTP, c'est le tryptophane, tout simplement. Sauf que la problématique avec le tryptophane, c'est qu'il n'est pas directement converti en 5-HTP chez à peu près 20-25% de la population à cause de mutations génétiques. Et aussi, deuxième chose, c'est qu'on n'a pas une seule voie par rapport au tryptophane. Et encore une fois, ici, je renvoie vers la vidéo 5-HTP tryptophane. On en avait parlé il y a un an, je pense à peu près, où j'avais expliqué les différentes voies, la voie majeure, la voie mineure, etc., du tryptophane. Donc, le donner du tryptophane, c'est un peu comme donner de la tyrosine. Si on voudrait augmenter la dopamine, bah oui, ok, ça augmente la dopamine, mais ça augmente aussi plein d'autres choses. Donc, c'est pareil par rapport au tryptophane. Par contre, quand on donne du 5-HTP, le 5-HTP se convertit automatiquement en sérotonine, en 5-HT, qui est la 5-hydroxytryptamine, qui est la sérotonine en réalité. Donc, pour cette conversion-là, on a besoin de cofacteurs aussi. On a besoin de B6, de B3, de zinc, en partie aussi de vitamine D. Et puis pour le fonctionnement de la sérotonine, quand on dit fonctionnement de la sérotonine, on parle ici du point de vue moléculaire, c'est-à-dire que pour que la sérotonine puisse se fixer sur ces récepteurs, et pour qu'elle puisse déjà être larguée dans l'espace intersynaptique. Donc là, on aura besoin plutôt d'oméga 3, donc EPA et DHA. EPA agissant en amont et DHA agissant en aval. Donc, et puis, donc ça, c'est, on va dire, la séquence biochimique de la sérotonine, comment qu'elle est synthétisée, comment qu'elle fonctionne. Et donc, à ce moment-là, ce qui serait, on va dire, le plus utile ici, c'est plutôt des cofacteurs comme la B3 et la vitamine D et les oméga 3. Donc, les autres cofacteurs, on en a besoin en toute petite quantité, là, pour, par exemple, la B6 ou le zinc par rapport à la synthèse de la sérotonine. Donc, la 5-HTP, on le retrouve dans une plante qui est bien connue, la Griffonia, qui est titrée en 5-HTP. Donc, c'est actuellement la seule source, on va dire, qui contient suffisamment de 5-HTP pour induire biologiquement une synthèse suffisante de sérotonine. Ok, merci. Alors, je suis désolé, je suis un peu perturbé parce qu'on reçoit des messages de super magiciens, de je sais pas quoi, des gourous et des soit. Je les laisse, je bannis les gens de la page, mais je vous laisse regarder les messages, comme ça on ne sait jamais si vous voulez un numéro de téléphone d'un sorcier, vous pouvez aller le voir. Comment maintenant est-ce qu'on peut augmenter la mélatonine? Oui, la mélatonine, comme on l'a dit, c'est un dérivé, c'est un métabolite de la sérotonine. Donc, pour juste expliquer par rapport au rapport sérotonine-mélatonine, donc la sérotonine, telle que je l'avais expliqué,
Donc, elle est synthétisée à partir du 5-HTP. Ensuite, on a une partie de la sérotonine qui est utilisée comme telle, comme neurotransmetteur inhibiteur dans les synapses sérotoninergiques. On a une autre partie qui est dégradée notamment par la monoamine oxydase, donc de cette même sérotonine. Et on a une autre partie de la sérotonine qui est convertie en mélatonine. Donc, cette conversion est assez faible en général, donc atteint son plus bas niveau au cours de la journée. Et puis, dès que la lumière commence à diminuer, pas forcément uniquement la lumière du soleil, mais la lumière tout court. Donc, l'épiphyse, la glande pinéale, commence à convertir la sérotonine en mélatonine. Et donc, cette conversion commence à partir en général, ça dépend en fait des moments et des saisons, mais ça commence en général, naturellement, ça commence vers entre, on va dire, 8 heures du soir à 9 heures du soir. C'est là où ça commence, on va dire, on commence à observer le point d'inflexion au niveau du graphique. Ça continue à monter, et normalement, ça devrait atteindre un pic autour de minuit jusqu'à, on va dire, 2 heures, 3 heures du matin. Et donc, c'est en fait le moment où la mélatonine va avoir un effet, une activité importante. C'est-à-dire qu'elle va, premièrement, préparer au sommeil, induire le sommeil, et ensuite maintenir le sommeil pendant une certaine période. Donc, on va dire que entre 9 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin, on va avoir cette synthèse à mélatonine où le pic sera à peu près entre minuit et 3 heures du matin. Donc, si les problématiques de sommeil se situent au cours de cet intervalle-là de minuit à 3 heures du matin à peu près, il serait fort probable que ce soit la mélatonine qui serait en cause, donc un niveau plus bas de mélatonine et ou donc de sérotonine, parce que en général, soit c'est la sérotonine qui se convertit pas suffisamment en mélatonine, soit qu'on n'a pas suffisamment de sérotonine elle-même. Et si on n'a pas suffisamment de sérotonine, la mélatonine ne viendra pas d'ailleurs, ça se convertit à partir de la sérotonine. Donc, dans ce sens-là, pour améliorer la conversion, donc on aura besoin d'un cycle de l'homocystéine qui fonctionne bien. Je rappelle, le cycle de l'homocystéine, c'est l'homocystéine qui se convertit en méthionine et la méthionine qui se convertit en un dérivé qui s'appelle le S-adénosylméthionine, un dérivé soufré, qui lui-même, les 3/4 vont partir en méthylation et ensuite le 1/4 va revenir en homocystéine. Et donc, on a un cycle comme ça qu'on appelle le cycle d'homocystéine. Et donc, en fait, pourquoi ce cycle doit fonctionner suffisamment? Parce que tout simplement, on a besoin de S-adénosylméthionine pour la conversion de la sérotonine en mélatonine. Donc, si le cycle de la méthylation, qui est en fait ce cycle-là de l'homocystéine, fonctionne bien, la conversion de la sérotonine a plus de chances en mélatonine a plus de chances de se faire de façon naturelle et de façon suffisante. Et à ce moment-là, si on a besoin de S-adénosylméthionine, ben c'est en général les vitamines du groupe B, notamment la B2, la B9, la B12. Et puis, on aura besoin aussi de zinc et de magnésium également dans la conversion de la mélatonine également. Donc, qui ne dépendent pas du cycle de l'homocystéine, mais qui agissent dans la conversion sérotonine-mélatonine. Donc, ça, c'est pour la synthèse endogène de la mélatonine, mais on peut donner également de la mélatonine exogène, donc de la mélatonine tout simplement en comprimé ou en spray. Et donc, en général, en spray, ça fonctionne assez bien et ça fonctionne mieux qu'en comprimé, ce qui est tout à fait logique. En spray, ça passe directement au niveau de la cavité buccale, alors que comprimé, ça doit passer par tout le système intestinal. Voilà, système digestif. Et donc, on a ces deux choix et en général,
quand il y a des déficits en mélatonine, on donne directement de la mélatonine, sauf que donc, la problématique qui va se poser sur le long terme, c'est qu'il va y avoir une sorte d'adaptation et on aura besoin de plus en plus de doses de mélatonine pour avoir le même effet. Alors, ça n'apparaît pas au bout d'un mois, mais si on prend ça sur une longue période et régulièrement, on peut observer chez certaines personnes donc cet effet-là aussi. Donc, il faudrait agir à la fois donc, sur la synthèse endogène de la mélatonine et donc par conséquent la synthèse de la sérotonine, comme on l'a déjà expliqué, et en même temps, lorsqu'il le faut et lorsque c'est nécessaire, utiliser aussi de la mélatonine par voie exogène. Alors bien, justement, on va se parler du Brain Active, hein. On utilise dans le Brain Active plusieurs plantes pour améliorer le sommeil. Est-ce que tu peux nous parler de ces composants, hein? Je vais les citer comme ça. Il y a le rhodiola, griffonia, la L-théanine et le safran et également pardon, la lavande. Est-ce que tu peux nous parler de ces composants? La L-théanine, on avait déjà parlé, donc c'est un composé qui aide à l'absorption et au passage dans la barrière hémato-encéphalique du GABA et qui aide aussi à la synthèse endogène du GABA. Donc qu'on retrouve notamment dans le thé vert. Donc c'est un composant qu'on retrouve aussi dans le thé vert, mais donc par rapport à ce qui est intéressant. Donc là, la L-théanine est très intéressante. Donc on sait directement là qu'on est en train de cibler le GABA, donc les récepteurs au GABA et les synapses au GABA. Pour les autres plantes du Brain Active, on a notamment par exemple la lavande. Et donc la lavande, en fait, et c'est ça qui est l'intérêt des plantes, c'est qu'on retrouve plusieurs principes actifs dans une plante, et chaque principe actif a des effets différents de l'autre, voire complémentaires aux autres principes actifs. Et si on prend l'exemple de la lavande, on a par exemple des terpènes, par exemple, ou par exemple le linalol, par exemple, qui va agir plutôt sur les récepteurs au GABA, les GABA-A, donc qui va avoir plutôt un effet GABA-like. Et dans la même plante, on a par exemple l'acétate de linalil, qui est un dérivé en fait du linalol, qui lui, donc cette molécule-là, a des effets sur la sérotonine, sur les transporteurs de la sérotonine. Et donc ici, on a deux effets sur deux neurotransmetteurs différents pour la même plante. Donc, notamment la lavande. Si on prend un autre exemple, par exemple le safran, le safran a beaucoup de principes actifs et sur un même principe actif, on peut trouver même plusieurs effets. Par exemple, parmi les principes actifs qu'on a, on a la crocine, on trouve dans le safran, l'un des principes actifs. Et donc, cette crocine a des effets, première chose, sur l'inhibition de la recapture de la sérotonine. Elle a aussi des effets, quoique, on va dire, plus faibles que d'autres composants, sur l'inhibition de la monoamine oxydase. Donc, souvenez-vous ce qu'on a dit sur la monoamine oxydase. C'est une enzyme qui va dégrader les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine. Donc, si on inhibe l'enzyme qui dégrade ou qu'on ralentit son fonctionnement, ben, on va avoir plus de sérotonine. La sérotonine va rester plus longtemps et on aura plus d'effets. Donc, un autre composé ou plutôt principe actif qu'on va retrouver dans le safran, c'est le safranal. Et le safranal a aussi le même effet que la crocine sur l'inhibition de la recapture de la sérotonine, mais il a en même temps un effet sur les récepteurs GABA-A. Donc, et on peut continuer comme ça avec différents composants du safran. Il y a une bonne dizaine de composés de principes actifs qui sont bien connus dans le safran et qui ont des effets sur différents targets. C'est pour ça que le safran est extrêmement puissant en ce qui concerne l'effet sédatif
et le sommeil également. Donc, l'intérêt des plantes, en réalité, ça ne veut pas dire que l'autre approche micronutritionnelle n'est pas intéressante. On peut combiner les deux. Mais l'intérêt des plantes, c'est d'avoir des effets sur différents targets qui pourraient avoir un effet parfois plus efficace et plus intéressant. Et donc, quand on veut gérer une situation aussi complexe que les troubles du sommeil ou l'insomnie, par exemple, donc c'est bien d'avoir donc les micronutriments en quantité suffisante, les micronutriments qui interviennent dans la synthèse de ces neurotransmetteurs en quantité suffisante. Donc ça, c'est très, très important parce que si on a des carences, en général, ça fonctionne très peu, même avec des plantes. Mais en même temps, c'est bien aussi d'utiliser des plantes comme celles qu'on a dans le Brain Active qui pourraient optimiser et potentialiser les effets. La griffonia, par exemple, on en avait parlé. On en a dans le Brain Active. C'est de la 5-HTP. Bon, il y a d'autres composés dans le griffonia, mais le composé principal, le principe actif principal, c'est le 5-HTP. Et donc là, ça agit directement sur la sérotonine. Et en même temps, on a d'autres principes actifs dans la griffonia elle-même qui agissent comme inhibiteurs dans la capture de la sérotonine aussi. Donc, sur une plante, on a toujours une complexité de molécules qui, en général, concourent dans les mêmes synergies et donnent des effets synergiques qui sont assez puissants. Alors, j'ai Mariam qui nous pose une question justement sur le Brain Active. Est-ce qu'on peut le conseiller à une femme enceinte ou allaitante? Et sinon, et ce sera le cas en tout cas, à mon sens, par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Oui, alors lorsqu'il y a des plantes, en général, il faudrait prendre l'avis de son thérapeute ou de son médecin, donc en tout cas de quelqu'un qui se connaît très bien dans les interactions et les contre-indications. Et donc la réponse pour le Brain Active, c'est non. Il n'y a pas d'études qui montrent directement un effet toxique de ces plantes-là, mais au doute, on s'abstient. Il n'y a pas non plus des études qui montrent la sécurité de ces plantes chez la femme enceinte. Donc, au doute, on s'abstient et à ce moment-là, on compense ou on remplace dans des cas de problèmes de sommeil. Je suppose que la question est orientée là-dessus. On peut remplacer par ce qu'on avait dit sur les autres neurotransmetteurs. On peut utiliser, si la problématique se situe au niveau de la mélatonine notamment, ou au niveau de la sérotonine, et donc ça, on le reconnaît bien. Bon, la sérotonine, on en avait parlé auparavant, comment on reconnaît un déficit en sérotonine. Dépression, etc., les compulsions, les dépendances. La mélatonine aussi, si on se réveille la nuit vers 2 heures du matin, minuit, 3 heures du matin, c'est fort probable que ça soit une problématique en rapport avec la mélatonine. Sinon, si ça ne fonctionne pas ou si c'est pas suffisant, à ce moment-là, on peut avoir recours à ce qu'on a expliqué sur le GABA notamment. Et donc, normalement, ça devrait aussi fonctionner. Alors, petite remarque aussi par rapport au GABA, parce que chez une partie infime de la population, le GABA, et ça c'est peu connu, le GABA agit comme un excitateur et non pas un inhibiteur. Et en fait, c'est tout simplement dû au fait que pour certaines synapses, qui utilisent le GABA comme neurotransmetteur, qu'elles persistent et qu'elles évoluent dans ce sens parce que le GABA, chez le nourrisson et chez les bébés, est un neurotransmetteur excitateur. Pour qu'on soit bien clair. Donc, chez le nourrisson, le GABA est excitateur, chez tous les nourrissons. Maintenant, dans l'évolution du système nerveux, lorsque l'on devient adulte, le GABA se transforme en neurotransmetteur inhibiteur. Et ce n'est pas le cas chez une minorité, une infime minorité de personnes. Donc, c'est pour s'il y a des thérapeutes ou des médecins qui nous écoutent, ou même des personnes qui ont utilisé déjà le GABA auparavant et qui ont remarqué que ça a produit l'effet contraire,
chez une infime partie des gens, on peut observer justement l'effet contraire. Donc, un effet stimulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a en général un peu de problème de sommeil ou qui a du mal à dormir, mais qui arrive quand même à dormir au bout d'un certain moment et qu'on lui donne du GABA, ça aggrave son problème. Eh bien, cette personne-là fait partie de cette infime minorité pour laquelle le GABA est un excitateur et donc il ne faudra pas l'utiliser. D'accord. Et le GABA, justement, tu le prends, je ne sais plus qui nous demande ça, tu le prends vers à quel moment de la journée? Joséphine qui nous demande à quel moment de la journée plutôt le prendre. Le GABA se prend juste avant le coucher. Mhm. C'est une demi-heure avant le coucher, ou enfin, autour d'une demi-heure avant le coucher, voire même moins. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et alors, pour répondre à Christiane, effectivement, à quelle heure est-ce qu'il est préférable de prendre le Brain Active? Ben, je pense, tu me contrediras si je dis faux, en prendre déjà vers 16 heures et 16-17 heures et en prendre encore au soir juste avant d'aller coucher ou une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller coucher, c'est pas mal du tout. Tu confirmes Oui, ou tu me contredis? oui, C'est le libre. Brain Active, tu as raison, quand on l'utilise pour des problèmes de sommeil, Ouais. on appuie donc à une stratégie gestion du sommeil, on l'utilise plutôt comme tu dis, donc à partir de la fin d'après-midi, Mhm. après-midi et jusqu'au soir. Maintenant, on peut utiliser aussi le GABA, plutôt le Brain Active, Brain, oui. oui, dans les cas de dépression. Mhm. Et là, on peut l'utiliser au cours de la journée, c'est-à-dire à partir du matin, au cours des D'accord. repas, quoi. Là, on est sur un autre sujet, Mm. effectivement, sur les dépressions. On pourra probablement y revenir dans une prochaine capsule, sans aucun problème. Eh bien, je regarde dans les dernières questions. Oui, ah oui, tiens, on n'a pas parlé de l'ashwagandha. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, les quelques dernières minutes? Ouais, l'ashwagandha tu veux dire comme utilisation par rapport au sommeil. Oui, 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 tout à fait. Oui. Ouais. Alors, il y a des données contradictoires par rapport à Mhm, l'ashwagandha. Euh, Ça dépend. Il y a pas beaucoup d'études cliniques sur le sommeil. Euh, Parfois, ça n'a pas d'effet direct mhm, sur le sommeil, mais en général, ça donne aussi de très bons effets. Je parle ici des expériences cliniques, mhm. empiriques. Quand on prend l'ashwagandha en fin de journée, ça donne aussi des effets intéressants sur le sommeil. Mais en général, l'ashwagandha est plutôt recommandé en matinée. Mhm. Et ce pourquoi on la donne, donc l'indication principale, c'est la thyroïde et c'est surtout l'hypothyroïdie, on va dire. Donc, Mhm. pour ashwagandha, pour le sommeil, on va dire que ça peut être utilisé, Mhm. mais c'est pas la bonne solution, on va dire. Ok, c'est pas la solution idéale en tout cas. Mm. Ok, merci. Eh bien, je pense qu'il est temps. Désolé pour les questions qui sont arrivées un peu plus tard. Je vous remercie de nous avoir suivis comme chaque lundi. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut Amine, à la semaine prochaine. Salut Cédric, à la semaine prochaine, merci. Au revoir. Au revoir.